Levez la main les gens ici, encore une fois, à nouveau, qui désirent, peut-être éventuellement, ou qui ont déjà une pratique de coaching et qui pourraient être intéressés par le coaching. Chose? OK, parfait. Alors, on a certainement la bonne personne ici pour nous guider, pour nous donner la main, pour nous montrer le chemin avec son expertise. Alors, j'en ai parlé un petit peu avant la pause. Moi, c'est un type que j'ai connu il y a peut-être 2 mois et demi, lorsque mon partenaire, collègue Zico Kiax m'a parlé de lui. Et puis, dès que j'ai été sur son site Internet, les premières vidéos, les premières interventions, je me suis dit, wow, la vache! Le gars, il a du bon contenu, c'est vrai, il cartonne, très intelligent, très astucieux dans son business du zéro limite, très bon branding, très bonne marque. Et puis, je pense qu'on va comprendre et on va apprendre beaucoup en comprenant le cheminement et les astuces qu'il y a à partager avec nous. Est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir ou on attend? Non, parce qu'on s'était dit on n'a pas eu de café, donc moi et David, on pourrait aller prendre un café. On revient quand vous êtes prêts, hein? Parfait, alors vous êtes prêts à l'accueillir sur un tonnerre d'applaudissements? Mon ami David Lefrançois! Oh. Merci, David. Merci à toi. Est-ce que vous m'entendez? Super. C'est toujours difficile de passer en première partie l'après-midi parce que tu dois lutter entre le dessert, l'entrée, plat de résistance et tout ça. Donc voilà. En plus, avec des intervenants qui sont tous géniaux avant, c'est à chaque fois que tu vois des intervenants que tu dis, il est quand même vachement bon. Puis après, il y a Olivier qui passe, il dit, il est encore vachement bon. Et après, tu as Martin qui passe, il est super trop bon. Et là, tu dis, c'est à moi de passer. En plus, là, il y a des mecs d'expérience extraordinaire, il s'est fait couper la jugulaire. Je suis sûr qu'il l'a fait exprès pour faire son marketing un jour. C'est le mec. Mais je te jure. Je veux dire, le mec, il a dû y aller. Et j'ai dit, bon, je vais pas faire hockeyeur toute ma vie. C'est bon, je vais pas pousser sur le glaçon toute ma vie. Si je me faisais trancher la jugulaire, j'organise un super marketing derrière. Alors moi, j'ai réfléchi, finalement, ça a été quoi mes traumatismes à moi? Bon, j'ai bien eu un accident de vélo un peu violent. Mon premier rapport sexuel avec Peggy Sabatier, c'était pas génial non plus. Et alors après, j'ai une révélation, c'était ma mère. Ma mère, elle est autrichienne. Jusqu'à présent, c'est vachement sympa. Ça fait exotique, tu as une mère autrichienne, c'est sympa. Alors, premier traumatisme, ta mère, elle écoute tous les dimanches matins la musique autrichienne, bavaroise. Et là, tu dis, comment tu vas survivre à ça? Heureusement, à l'époque, il y a un mec génial qui a débarqué, qui s'appelle Demis Roussos. Il a changé ma vie. C'est-à-dire qu'il a commencé à voir, après c'était Julio Iglesias, il a rechangé ma vie. Ces mecs ont changé ma vie. Et puis, ma mère, elle a fait un truc qui était très complexe. Alors déjà, faut que je vous ai dit que j'ai un frère jumeau. Alors pas un vrai jumeau, mais un vrai jumeau, un jumeau quand même. Et ma mère, elle avait la particularité de nous habiller en tyrolien. C'est sympa d'être habillé en tyrolien, mais à Rouen, quand tu arrives en 6e et que tu arrives avec une culotte de cuir jusque-là, des chaussettes avec des pompons, avec un frère qui est pareil. Si tu dis quitte à avoir la honte, je vais avoir la honte tout seul. Mais quand toi tu ne te vois pas, vous avez remarqué ça? La seule personne que vous ne voyez pas ici dans cette pièce, c'est vous. C'est-à-dire que souvent l'autre est un miroir de soi-même. Mais moi, le miroir, je l'avais tous les jours. Dès que je me levais, j'avais mon miroir parce qu'en plus, je devais faire 1m30, il devait faire 90 cm. Et elle nous habillait pareil. Donc tu vois un truc très bizarre. Et j'ai compris que grâce à ça, il fallait que je pratique un truc qui était très important dans la vie, c'est les arts martiaux. Parce qu'on se foutait tellement de ma tronche qu'à un moment donné, il fallait quand même qu'on règle quelques comptes. Donc, pas une punition d'être là, très heureux. C'est difficile toujours d'être posé comme un expert parce que j'imagine les attentes qu'il peut y avoir dans cette pièce. Je sais qu'il y a déjà des professionnels du coaching qui sont là. Maintenant, il y a une chose qui est très sympa, c'est que d'abord, j'ai plein d'amis dans la salle. Ça, c'est quand même rassurant, ce qui facilite la chose pour être ici. Il y a une bonne ambiance. Il y a une très très bonne ambiance, une très belle énergie. Donc, je vais m'éclater à être là. J'espère en tout cas pour vous, ce sera pareil. En tout cas, si vous ne voulez pas vous éclater, c'est votre problème. Moi, je vais vraiment m'éclater, ça va être sympa. Alors, quand on parle de coaching, on parle d'un métier. Et souvent, alors le coaching, c'est un métier. Après, il y a plein d'autres outils qu'on va pouvoir coller dessus, d'accord? La PNL. Il y en a qui ont fait de la PNL dans la salle? Ok, l'analyse transactionnelle, la sophrologie. Il y a toute une palette, voilà. Donc moi, de formation, je suis psychologue et psychosociologue. Parce qu'à l'époque, j'avais une bourse internationale pour faire du sport. Moi, ce n'est pas le hockey que j'ai fait, c'est du karaté.
Voilà, c'était un truc comme ça. C'était le seul domaine dans lequel j'avais réussi à avoir des résultats. Et comme j'avais une bourse internationale, ça m'a permis de continuer mes études, honnêtement, pour continuer à avoir cette bourse. À l'époque, c'est sympa, hein, j'étais nourri, logé, blanchi. On avait un statut qui était sympa, il y avait des études, il y avait des filles. Pourquoi ça s'arrêterait? D'accord? Et puis un jour, on a commencé à voir l'émergence des IRM et des IRMF. Et j'ai compris que finalement, il se passait plein de choses dans la tête et qu'on réussissait à donner une certaine forme de topographie de ce qui se passait dans notre tronche. C'est-à-dire que pour la première fois, il y a des gars qui disaient « Tu sais, quand tu te grattes l'oreille, il y a un truc qui s'affiche là. Et que quand tu te grattes autre chose, ça affiche autre part. » Enfin, toujours pour vous dire, je suis tombé amoureux de ça et j'ai fait de la recherche en neurosciences. J'ai parcouru le continent. Je suis allé au Canada, aux États-Unis, je suis parti un petit peu en Australie, je suis allé au Japon. J'ai pas mal travaillé aussi avec les Israéliens, très 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 avancés en neurosciences. Et puis un jour, quand j'ai fait de la recherche, au Canada, c'était assez sympa le Canada. D'abord, j'adore les Canadiens parce qu'ils ont toujours un accent qui est superbe. Le Canadien homme, il a un accent qui est superbe. Non, je fais cette distinction parce qu'un jour, on faisait du skidoo. Quand tu vas au Canada, il faut que tu fasses du skidoo. Et on était dans le Grand Nord, et un jour, on était parti pendant 48 heures comme ça dans le Grand Nord, c'est tout blanc, et tu arrives dans un village, tu as le sentiment qu'il n'y a que toi, plus les habitants qui sont sur place. Et dans le village, tu as un commerçant et un bar. Un bar qui fait tourner la même musique pendant 48 heures. Tu vois le truc ou pas? Et sur place, à l'époque, on était avec les copains, on boit des bonnes bières, et il y avait une jolie fille. Il y avait une jolie fille, on va voir une jolie brune, et je dis, les gars, oh, on est français ou on n'est pas français? On va quand même pas avoir peur, d'accord? Ce qui est important dans la vie, vous savez ce que c'est? C'est de poser une action imparfaite et inspirante. Il y avait un Canadien qui était à côté, ça a fait le tour du Canada, je pense qu'on m'a repris l'idée à l'époque. Parce que j'avais pas déposé de copyright, la connerie. Déposer des copyrights, Olivier a oublié de vous le rappeler ce matin, super important. Mais moi, je vais l'avoir. Je me lève, je prends mon courage à deux mains. Enfin, mon courage à une main, parce que dans l'autre, j'avais la bière. Je vais la voir, je fais bonjour, on est avec quelques amis, on aimerait bien vous inviter. T'es là, mon gars, là, t'es pas bien niaiseux, toi. Et c'est bizarre, comme quoi la voix, ça rend beaucoup moins sexy une femme parfois. T'avais envie de lui dire pourquoi tu réponds? C'est vrai, il y a 5 minutes, t'étais physiquement intelligente, maintenant t'es physiquement tout court. Bon, et puis après, on s'habitue à l'accent et je le trouve très, 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 très sympathique. Mais vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, tout ça nous ramène à notre sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est finalement, il n'y a que 7% de notre communication qui passe par les mots. Vous le savez ça ou pas? Vous savez tous. Franchement, vous avez tellement rabâché ça dans tous les livres de développement personnel que celui qui est passé à côté de ça, on a un pôle de consultation spécifique ici, vous pouvez toujours vous inscrire. 7% passe par les mots. Tout le reste, c'est le timbre de la voix, c'est mes grands mouvements, mes micro-mouvements. Je sais pas, par exemple, tu vas voir ta femme, tu dis « Chérie, tu m'aimes ?» Bah oui, je t'aime. Ok, commence à calculer ton patrimoine, parce que dans quelques temps, ça va te coûter très très cher, je te le dis. D'accord? Parce que le langage du corps, il est plus important que le reste. D'accord? Et dans cette communication, tout ça, toutes ces recherches-là en neurosciences, ça m'a vraiment, vraiment passionné. Et vous savez, ce qui est intéressant ici, c'est que quand on parle de personnes qui, comme vous, sont des entrepreneurs, pas oublier que vous êtes là pour entreprendre. Après, j'ai presque envie de dire que quel que soit le job, il y en a qui vont être coach, il y en a qui vont être infopreneurs, il y en a qui vont être écrivains, il y en a qui vont être conférenciers. Et vous savez ce que je crois? Je crois que tous ces métiers, c'est des prétextes. C'est vraiment que des prétextes, notre job. C'est vrai. Il y avait une belle chanson de Jean-Jacques Goldman. Je ne sais pas si tu connais ça là-bas, Jean-Jacques Goldman, là-bas, mais si, hein, quand même. Et la chanson, c'était un petit bonhomme, un tout petit bonhomme. Il était cordonnier. À sa façon aussi, il changeait la vie. Peu importe le job que tu fais, l'essentiel, c'est avec quelle attitude tu vas le faire. Et c'est intéressant parce que depuis ce matin, en arrière-plan, il y a quand même quelque chose qui tourne dans nos têtes, c'est l'excellence. L'excellence. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les neurosciences arrivent encore aujourd'hui à exposer ce que devient l'excellence. Donc je vais vous parler un petit peu d'excellence dans quelques instants. Mais avant ça, tout à l'heure je vous parlerai de vision, mais je voudrais juste revenir sur plusieurs grands moments des grands visionnaires. Les grands visionnaires sont souvent les Américains. Les Américains sont des très grands visionnaires. Vous savez pourquoi?
Parce qu'à la base, ils n'ont pas vraiment de culture. Donc, quand tu n'as pas de culture, tu regardes toujours vers l'avenir. Quand tu as une grande culture, tu as tendance à être nostalgique. Vous avez remarqué que le français, il est super nostalgique. Quand tu lui dis « ça va le business ?» C'est pas comme c'était hier. Si tu savais, il y a 10 ans, qu'est-ce qu'on s'est gavé? Il y en a qui se gavent encore aujourd'hui, tu sais, Bob. Ouais, non, mais c'est pas pareil. Le marché, c'est pas pareil. Tout est pas pareil. Ces gens-là, les pas pareils, sont les personnes, curieusement, qui réussissent moins que les autres. Donc, nos amis américains sont des grands visionnaires. On peut le reconnaître ça. Franchement, j'ai pas obligatoirement envie d'être un Américain, mais il y a tas de choses qui nous transmettent. Et quand on voit déjà l'énergie qu'un des Américains nous a transmise ce matin, on peut s'apercevoir qu'il y a quand même des choses vachement bonnes à prendre de leur culture. Plusieurs visions. Par exemple, un jour, Kennedy, qui est humilié par un Spoutnik russe, dit à ses ingénieurs, on va mettre un homme sur la Lune. Vous savez, pour l'instant, on ne sait pas le faire. On n'a ni les moyens techniques, ni la technologie, ni l'argent pour le faire. Mais c'est parce que ce projet vous passionne et nous ambitionne, on mettra un homme sur la Lune. Et ce n'est pas un homme qu'on va mettre sur la Lune, c'est la planète et la nation tout entière. Et ça a créé le fameux projet Apollo. En 2005, il y a eu un projet qui était géantissime. Vous savez quoi? Géantissime. On va découvrir le génome humain. Et là, c'est plus de 270 généticiens qui ont décortiqué l'ADN pour comprendre la dimension génétique. Et on s'est rendu compte que finalement, on ne se transmettait pas simplement des caractéristiques qui étaient des caractéristiques physiques. Ah, tu as les yeux de ton père, tu as l'intelligence de ta mère. Si tu as divorcé, tu dis, tu as l'intelligence de ta mère, toi, vraiment. Okay, mais on se transmet des choses, mais on ne se transmet pas que des caractéristiques physiques, on se transmet aussi des croyances, des peurs. Qui a déjà été en face d'une situation qu'il n'a jamais vraiment fréquentée une fois auparavant et se retrouver avec une angoisse qui était incompréhensible? Levez la main. Juste une nouveauté, un truc comme ça, mais d'où ça vient? Pourquoi, alors que finalement, j'ai jamais vécu ça, pourquoi je me chope une angoisse? Parce que vous savez, à travers notre éducation, et on verra tout à l'heure pourquoi, on se transmet un tas de choses. Des idées, des croyances, des programmes, des visions du monde. Ça m'a toujours fait marrer un truc. À un moment, pendant mes études, j'avais travaillé sur la théologie, sur la philosophie des religions comparées. Et on essayait toujours de comparer deux choses. On comparait le libre arbitre et le destin. Vous savez quoi? Moi, je pense que c'est une putain de bonne question. Là. Est-ce qu'on a un destin? Est-ce qu'on a le libre arbitre? Là? Ne vous inquiétez pas, je ferai l'imitation de Roger Lannoy tout à l'heure aussi. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que toi. Vous voyez, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que moi, je me suis beaucoup posé la question, est-ce qu'on a un destin? Enfin, quand même, si tu nais dans un endroit spécifique, dans une région spécifique, dans un monde spécifique, avec des parents spécifiques, qui ont des compétences spécifiques, des programmes spécifiques, il y a de grandes chances que toi, tu aies une sorte de lignée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Spécifique. OK? La question, c'est qu'est-ce qui va faire que tu vas sortir des rails? Donc, vous savez quoi? On a tous un destin, mais on a aussi un libre arbitre. À travers mes études, je me suis aussi beaucoup intéressé à quelque chose que tout le monde doit connaître ici dans cette pièce, ça s'appelle la mécanique quantique, en tout cas de nom. D'accord? Et puis un jour, j'étais au Canada justement. Je vais voir un ami qui m'invite à voir un mécanicien quantique donner une conférence. Et type, c'est passionnant. Franchement, je comprenais la moitié, mais c'était passionnant. En tout cas, il le disait avec du cœur, à la canadienne, quoi. Et à la fin, il disait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on est des créateurs de réalité. Je ne sais pas pour vous, mais moi, cette phrase, il me dit ça, j'ai 28 ans, on est des créateurs de réalité, quoi. Ça faisait des années que je me tapais de la psychologie où on me disait, tu es le fruit de ton passé. Et il va falloir que tu étudies les affres de ton passé, pourquoi il s'est passé le pourquoi. Et encore, moi j'étais d'obédience jungienne, ce que je trouve parfois un petit peu plus positif que l'approche freudienne, au passage. Mais quand même, là je débarque, je veux dire, c'est génial votre truc. Comment on crée la réalité, monsieur? C'était quoi ton job là, mon gars? Mon travail? Ouais, ton travail, c'est quoi? Je suis psychologue. Ok. T'as pas le sentiment que c'est au psychologue d'expliquer ça, là? Bon, ça, c'est fait. Il m'a bâché. OK. Bon, alors, je suis parti en quête. Et j'ai mis 8 ans
de recherche pour vous expliquer ce que je vais vous expliquer en 8 minutes. C'est super frustrant parfois. 8 ans de conneries finalement. Bon, voilà. Donc, on va partir.
béton à l'intérieur. On appelle ça être aligné. Demain, Marcel va certainement vous parler de la notion de loi d'attraction. D'accord? Cette loi d'attraction, elle est juste géniale. Mais il faut que tu sois aligné. Aligné, c'est quand ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, ce que je communique, ce à quoi je contribue, tout ça, c'est cohérent. T'as des types, ils viennent te voir, ils font « Tu sais, j'aimerais vraiment avoir une relation de couple harmonieuse avec ma femme. » Et 2 minutes après, pendant 12 minutes, ils te parlent de leurs problèmes de couple et du comportement de madame. Tu ne peux pas d'un côté dire « Voilà ce que je veux » et de l'autre côté, baver sur ta femme pendant 2 heures. Il y a la dernière fois, il y a un type qui me disait « J'ai perdu mon job, je suis dégoûté. » Ben, tu devrais être content. Parce que la dernière fois que je t'ai vu, ton job, tu ne l'aimais pas. Et je sais pas, la dernière fois qu'on a parlé, pendant 1h30, tu m'as dit que ton patron c'était un con, que les clients c'était difficile à gérer. Et Dieu t'a écouté. Tu vas aller libérer, mon pote. Tu vas pouvoir faire quelque chose de génial. Ok. Mais quand même, je t'invite à t'inscrire à un truc qui s'appelle Zéro Limite, Académie Zéro Limite, parce que tu vas en avoir besoin. Il va falloir que tu développes d'autres apprentissages. Tu ne peux pas baver sur un système et attendre de ce système te rapporte quelque chose. C'est clair pour tout le monde ce que je viens de dire? Ok. Tu ne peux pas baver sur toi et t'attendre que toi te permette de développer. C'est bizarre comme quoi les concepts sont toujours plus faciles à écouter ailleurs, mais quand tu les transposes à toi, tu dis « Est-ce que tu te parles bien? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'enrichis? Est-ce que tu te congratules toute la journée ?» Non, parce que moi j'en connais plein, pas vous, les autres. Ils sont touchants, mais en même temps, ouais, j'y arriverai pas, je suis trop con, je suis trop nul, et puis pourquoi moi? Puis je suis trop grand, trop petit, pas assez... Vous allez lever la main, s'il vous plaît, et je vous demande de répondre objectivement. Vous vous rappelez de ces cons tout à l'heure ou pas? Est-ce que ça vous est arrivé de voir un con de classe internationale réussir super bien? Ok. Why? Non, mais si c'est un gros con, pourquoi? Pourquoi il réussit? Parce que toi, tu vas te regarder par rapport à lui, tu vas dire, enfin quand même, c'est... Allô, quoi? T'as pas de shampoing, t'as pas de cheveux. Ouais, quand même, elle est là, quoi. Elle est présente. C'est ça que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, vous devez aussi développer, à travers ces comportements, à travers tout ça, vous devez développer une nouvelle relation à vous. Et je vais vous dire une chose, vous devez vous traiter en première classe. Et vous ne devez attendre de personne d'autre de le faire. Jamais. D'accord? C'est intéressant cette notion d'attente. Parce que moi, je vois des personnes qui se pourrissent une vie entière à cause de la notion d'attente. Vous devez plus avoir d'attente. Vous entendez ce que je viens de dire là? Vous ne devez plus avoir d'attente. Vous devez développer des préférences. Imaginez la chose suivante. Je rentre toute ma semaine, c'est le samedi soir, j'ai passé une semaine à donner des conférences. Cette semaine, écoutez-moi bien, j'ai dû donner à peu près une vingtaine de coachings et 2 conférences, 3 avec celle-là. Bien chargé la semaine, d'accord? Entre deux, tu écris des articles, tu réponds à des castings pour la télévision, je vous en parlerai tout à l'heure. Bon, chargé la semaine. Là, tu dis le soir, je vais peut-être rentrer, pas bonne heure, mais je vais rentrer, ma femme va m'attendre, mes enfants vont être là au garde à vous, super repas, enfin bref, je vais enfin kiffer ma semaine. Et là, tu rentres le soir, tu rentres, tout ta porte, et il fait nuit, dans la maison. Tu dis, c'est pas mon anniversaire, est-ce qu'ils vont te préparer une surprise, on ne sait jamais. Là, t'attends, tu fais « Hello !» Et tu as un écho de couloir qui te renvoie ton hello. Okay. Et là, tu dis, tiens, ils dorment. Et là, tu te prends un truc qui s'appelle... Ça, c'est le bruit de l'émotion pourrie. Écoutez bien, quand quelqu'un a une émotion pourrie, ça fait... Et là, tu dis, comment ça? J'ai bossé toute la semaine. Je leur paye ses études à ces petits cons. Je sais que c'est la période des soldes en ce moment, elle va se lâcher. Et en plus, ils m'attendent même pas? Non! Jamais! Et là, tu vas te coucher en faisant la gueule. Quand tu te couches, il y a ta femme qui fait « Ça va chérie, t'es rentré tard. » Bon, ça va. Et tu prends un maximum de couettes. Parce que si en plus elle peut choper la grippe, tant mieux pour elle. Le lendemain matin, tu te réveilles, tu fais la gueule. Alors ta femme, elle ne comprend pas pourquoi tu fais la gueule. Tu dis « Tiens,
va passer un bon week-end. Et là, toi, tu fais la gueule. Donc, comme tu fais la gueule, elle fait la gueule. Ok. Comme elle fait la gueule, parce que tu l'as pourri la matinée, elle va pourrir la matinée des gosses. Ok, donc, toi, t'engueules ta femme engueule les gosses tapent le chien. Classique. Le chien va attaquer le chat bouffe les poissons rouges. Alors, je vous en supplie, si nous voulons sauver toute la population des poissons rouges mondiaux, il est important de travailler sur la gestion de nos émotions. C'est super important. Je reprends mon concept. Tout à l'heure, je reviens quand même, il y a une trame. Les Américains, projet Apollo. Ensuite, 2005, la génétique. Vous savez que le gouvernement Obama vient de prendre la plus grande et la plus belle décision de tous les temps. Là maintenant. En 2014, c'est plus de 100 milliards de dollars, investis dans le cerveau. The Brain Project. Avec un principe, c'est de se dire, et la logique est bonne, on a commencé à faire la conquête de l'espace, mais finalement on se rend compte que plus on veut conquérir l'espace, plus on doit conquérir le monde intérieur. De cette logique est parti Brain Project. Le principe est simple, c'est de pouvoir créer des machines permettant de comprendre le cerveau à la vitesse de son fonctionnement. C'est juste géantissime. Mais maintenant, vous savez, c'est une porte ouverte à ce qui est vraiment essentiel, le cerveau. C'est intéressant ce que tu disais ce matin sur la notion de... Il y en a qui veulent comprendre YouTube. Moi, j'ai vu des personnes qui passaient des nuits entières à essayer de comprendre comment fonctionne un caméscope. Je te jure. D'ailleurs, quand toi, tu veux acheter un caméscope, le mieux, c'est pas de comprendre le caméscope. C'est d'aller voir le mec qui est passionné du caméscope. Et lui dire, est-ce que tu peux m'expliquer? Oh, bah oui, il n'y a pas de problème. Non, mais le mec, il a fait ça pendant 10 ans. Maintenant, de comprendre un caméscope, ça ne changera pas votre vie. Par contre, de comprendre comment fonctionne votre cerveau, comment fonctionne votre schéma de pensée, votre propre développement personnel, ça, je vous le jure, ça changera une vie. Est-ce que ça veut dire que vous n'aurez plus d'emmerde? Non. Vous en aurez tout autant. Peut-être même plus parfois, parce qu'on est peut-être un peu plus exigeant par rapport à la vie. Mais par contre, vous allez les gérer positivement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que tu as des problèmes, mais tu les vis heureux. C'est déjà quand même pas mal, parce qu'il y en a qui ont des problèmes et qui les stressent, qui ont peur, qui ont d'angoisse. Non. Vous devez élever votre niveau d'exigence. Quand on parle d'excellence, c'est ça. Mais ça commence par l'excellence de soi, en fait. Et c'est vraiment important. Vous savez, il y a un truc qui m'a intéressé dans les neurosciences, c'est de comprendre qu'à un moment donné, la quasi-totalité des techniques qu'on a eues sur ces 30 dernières années, reposaient sur 2 dimensions importantes, le cerveau gauche et le cerveau droit. Tout le monde est clair avec ça? Ok. Vous savez que le cerveau gauche dirige la partie droite du corps et que le cerveau droit dirige la partie gauche. C'est pour ça que dans ma gestuelle, tout est important. Quand je vous parle d'ici, je vous parle d'émotion, je vous parle de sentiments. Quand je vous parle de ça, je vous parle de vigilance. Okay. C'est pour ça qu'aussi, on peut dire que le langage non verbal est à proprement parler aussi, comme l'est la motivation, une science exacte. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, tout le monde est au clair avec la notion de cerveau gauche, qui analyse, qui structure, qui dissèque. Le cerveau droit, lui, il est plus imaginaire. Et les neurosciences ont déterminé qu'il y avait 2 autres cerveaux qui étaient importants, et que si vous n'animez pas ces 4 cerveaux en fonction de vos objectifs ou de vos problèmes, ça ne peut pas tenir sur la durée. Je vous donne un exemple concret. Imaginons comme ça que c'est l'approche des vacances, et que vous avez cédé à la énième tentative et au grand argument de Elle Magazine qui dit « Perdez 12 kilos avant l'été ». Toute ressemblance avec des personnes serait naturellement fortuite. Moi le premier. Et là, vous êtes là le soir, vous êtes assis à table, et ta femme t'apporte ce que tu lui as demandé. Un steak grillé avec de la salade verte. Rien que le son sur la table, tu as le sentiment que c'est pas bon. Bon. Et là, tu as le cerveau gauche qui fait « Bon, les gars, j'ai calculé, il nous faut pas plus de 1600 calories par jour. Si on prend 1600 calories par jour, alors qu'on était à 2400 calories par jour, je vous dis que logiquement, dans les 4 prochaines semaines, nous aurions perdu 2,50 kg. Ça veut dire qu'on sera à 10 kg avant l'été. » Un expert comptable. Non, je crois qu'il y a 2 choses qui sont vraiment terribles dans la vie. Les inspecteurs fiscaux et les experts comptables, rien de pire. Non, tu veux vraiment te faire chier en vacances, tu passes des vacances avec un expert comptable. C'est un truc. Et là, tu as le cerveau droit qui est là et qui dit « Moi, les gars, j'adore. Je trouve ça trop super. Je me vois sur la plage,
Le petit maillot de bain, les abdominaux saillants, les pectoraux reluisants, les épaules en arrière, la petite barbichette qui va bien. Je cours au ralenti avec un short rouge et une bouée sous le bras. Je me vois total. J'adore. Bon alors, on est d'accord les mecs? On y va comme ça, 1200 calories. Et là, tu as les deux autres cerveaux dont je ne vous ai pas encore parlé, qui sont le cerveau médian, le cerveau des émotions, et le cervelet, qui est derrière, qui tourne autour de la gestuelle, du stimuli. Donc les autres, ils s'éclatent, là, les deux, là, ils sont total, hein, in love. Cerveau droit, cerveau gauche, et puis tu as le cervelet qui prend la première bouchée, qui fait... Enfin, les gars, excusez-moi, mais steak salade, c'est quoi cette connerie? C'est un concept, c'est un cancer du goût, qu'est-ce qui se passe? Les gars, vous arrêtez, là. C'est pas bon. Et là, tu as le cerveau gauche qui fait « Ouais, mais c'est bio. » Ouais, c'est bio, mais c'est pas bon, c'est dégueulasse. Franchement, les gars, frites patates. C'est pas mieux ça? Avec un bon steak haché, et puis de la bonne mayonnaise et du ketchup à fond. Je sais pas, à l'américaine. Je plaisante. Parfois pas sympa ce cervelet. Alors tu as le cerveau gauche qui fait écoute-moi bien, tu commences pas à foutre la merde. Je vais être très clair. 1200 calories, c'est 1200 calories. Et puis là, tu as le cerveau droit qui fait t'arrêtes un peu. T'arrêtes, tu m'excèdes. Moi, cette année, j'ai pas envie de ressembler à un loukoum sur la plage, tu fermes ta gueule. Ouais, mais moi, je vous dis, je kiffe pas. Et alors, il appelle le cerveau médian, il fait dis donc, toi, comment t'es? Bah, je suis pas bien. T'es d'accord que les deux autres abrutis font n'importe quoi? C'est un steak salade. Non, mais c'est qui a créé ce régime? C'est n'importe quoi. Alors, t'as le cerveau gauche qui fait bon, les gars, on s'était dit, 1200 calories, on tient. Alors, t'as le cerveau qui fait écoute-moi bien, laisse les deux autres cons faire leur truc. J'ai une idée. Donc là, tu quittes la table, et puis t'as le cerveau gauche qui fait c'est bien, hein? 1200 calories. J'ai faim, mais 1200 calories. Ah, moi, j'adore. Moi, personnellement, je trouve ça super. T'as raison, t'es un vrai leader. Et là, ils s'assoient, et ils vont regarder quoi? Secret Story. Là, t'es sûr que c'est mort. Et à un moment donné, pendant que le cerveau gauche, il commence à s'endormir, parce qu'il n'y a plus rien d'information, ok? Le cerveau droit, il commence à s'apaiser un petit peu, et là, t'as le cerveau qui fait hey! Au médian, tu dors? Non, je me fais chier. Figure-toi qu'il y a un pot d'Haagen-Dazs dans le frigo. Arrête tes conneries! Je l'ai vu. Alors d'un coup, t'as le cerveau gauche qui fait bon, qu'est-ce que vous faites? On discute? Non, alors arrêtez vos conneries. 1200 calories. Vous voulez qu'on... Ça fait 14 régimes qu'il fait le gros là, tu peux pas le lâcher. On n'a rien fait. On dit juste qu'il y a de l'Haagen-Dazs. Balance le goût. Alors tu balances le goût, là t'as le cerveau droit qui fait non merde, j'en ai marre d'être grosse. Balance le goût. Là t'as le pot d'Haagen-Dazs qui passe devant comme ça là. Et là il repasse. Et là toi t'es en sueur, t'es en train de regarder Secret Story, tu fais oh j'ai faim putain. Et là tu dis bon, il y a un pot d'Haagen-Dazs dans le frigo. Et ta femme qui fait arrête les conneries, ton régime. Et là t'as le cerveau qui fait dis-lui une cuillère. Envoie l'idée de la cuillère. Et là, t'as le mec qui fait j'en prendrai qu'une cuillère, c'est juste pour avoir le goût. Alors on y va, et là, t'as le cerveau gauche qui est en panique totale. Il est con. Il va se faire avoir. Et là, t'as le cerveau droit qui fait au secours! J'en peux plus. Et là, t'as le pot d'Haagen-Dazs. Toute ressemblance avec des personnes serait fortuite, je le rappelle. Il prend le pot d'Haagen-Dazs, il fait. Alors le cerveau gauche qui fait OK. Je vous préviens, juste une cuillère. Donc le mec, il prend une cuillère, mais c'est pas une cuillère, c'est une louche. Prends-toi. Il a du mal à la mettre dans la bouche, là. Et puis là, t'as le cerveau qui fait allez mec, je kiffe. C'est pas bien ce qu'on fait. Culpabilité à mort du cerveau gauche. C'est pas bien. C'est dégueulasse. Et là, t'as le cerveau qui fait j'en veux plus. Non, t'as dit une cuillère, j'en veux plus. Balance l'émotion plaisir, balance. Et là, t'as une valve de plaisir, de cytocine qui arrive, un orgasme gustatif. Et là, t'attaques le pot et tu le descends jusqu'à la fin. Et à la fin, le mec, il est là, il a le sentiment d'être enceinte. Il est pourri de culpabilité. Et t'as le cerveau médian qui fait oh putain, quel kiff. Oh là là, c'était bon.
Et t'as le cerveau qui fait, moi j'en peux plus là. Il m'écœure l'autre, il en a trop bouffé. Et t'as le cerveau gauche qui fait, vous êtes content? Enculé. Ça fait combien de temps qu'on n'arrive pas à maigrir? Alors je vous préviens, demain c'est 1200 calories. Ouais, d'accord. Puis l'histoire va se répéter, vous savez, ok. Ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire que quand on se fixe des objectifs, quand on a envie de changer dans la vie, il faut déjà s'assurer que nos 4 cerveaux soient en mouvement et soient en accord. Parce que s'il y en a un seul qui n'est pas d'accord, vous savez ce qui se passe? Il y a résistance. Et vous savez ce qui se passe quand il y a résistance? Ça crée un phénomène qui s'appelle la volonté. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Peut-être que vous le savez déjà, mais la volonté, ça ne tient pas dans le temps. La volonté tenait sur la génération de nos parents ou de nos grands-parents. Mais notre génération à nous, là, parce qu'il n'y a que des jeunes dans cette salle, des petits jeunes, ça ne tient pas. Pour que le changement il soit naturel, il faut qu'il y ait ces 4 cerveaux qui soient engagés. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait de la raison, il faut qu'il y ait du rêve, mais il faut qu'il y ait de l'émotion. Dans tous les projets, dans toutes les relations que vous allez avoir, mettez toujours de ces figurines-là, de cette saveur. Est-ce que dans ce que je vais faire, est-ce que ça va m'apporter des bonnes émotions? Ou est-ce que ce que je vais faire, je vais y mettre des bonnes émotions? Est-ce que je vais agir? Super important. Hein. Vous savez, le Dalai Lama est venu il y a 6 ans à Paris. Je suis allé voir avec mon meilleur ami. C'est surprenant de voir ce petit bonhomme qui arrive avec sa casquette et qui dit, vous savez, le plus important dans la vie, c'est d'incarner. Incarner. Incarner. Être. Vous savez ce que nous voulons tous? Vous, moi, on partage tous en tout cas la même ambition. On a envie d'exister. Exister. Ex à l'extérieur et isté qui vient d'être. Je veux être à l'extérieur. Pour être à l'extérieur, il faut agir, mes amis. Des proches disent ça très bien, vaut mieux un con qui avance que des intellectuels qui réfléchissent, je vous le garantis. On peut mettre en place les meilleures stratégies du monde. Si vous n'agissez pas, si vous ne posez pas d'action, il n'y a rien qui bougera. Et vous savez, c'est peut-être parfois l'un des grands problèmes du monde du développement personnel. Parce que vous avez ici Anthony Robbins qui fait « Just do it right now! Just put the action right now! Focus like a laser! » J'ai envie de dire, détente. On va le faire, mais calme-toi. Il y a déjà l'autre qui nous fait danser le Gangnam Style le samedi matin à 8h30, on va pas être 2 là, c'est bon. Et puis là, tu as Deepak Chopra ici. Deepak Chopra qui fait « Les gars, vous n'avez rien à faire. Vous vous mettez en vibration avec l'univers et tout répondra. » Et tu as un mec qui reste comme ça pendant 20 ans dans son canapé, qui est juste mort, momifié. Et tu dis « C'est quoi? Faut que tu bouges un petit peu quand même. » D'accord? Juste, voilà, c'est ce mec qui est là, il est au bord du précipice, il va se jeter, puis il fait « Oh Dieu! Dieu! Je veux gagner au loto, fais-moi gagner au loto, je t'en supplie !» Et là, t'as le ciel qui s'ouvre comme ça, un haut banc de lumière qui sort, qui fait « Va au moins acheter un ticket, putain !» Parce que c'est ça le truc. On veut tous aller au paradis, mais on n'est pas prêt à mourir. Mais il y a un principe de base qu'il va falloir que tu poses des actions. Et même si ce n'est pas confort, de toute façon, tout ce que vous allez faire passera par des zones d'inconfort. On va faire un truc tout bête. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez croiser vos bras, tous. Ok. Changer de sens. Ok. Et là, tu te dis, c'est bizarre. Petite référence à Roger quand même. C'est bizarre, j'ai le sentiment d'avoir la polio. Qu'est-ce qui se passe? Mais parce qu'en fait, je viens vous voir avec une habitude et je vous demande d'en produire une autre. Ça passe toujours par des périodes d'inconfort. Ça passe toujours par des périodes de « je me sens pas bien ». D'accord? Mais si vous répétez ça plusieurs fois, vous allez vous rendre compte qu'après, de façon tout à fait simplement, ça se passe parce que vous aurez créé des connexions neuronales. Vous savez, ces connexions neuronales, ça m'a passionné. Quand je suis allé faire de la recherche, j'ai fait de la recherche sur la neurobiologie des croyances et des émotions au Canada. J'arrive un jour et on était 7, j'étais le seul psychologue. Et à l'époque, le Canadien me regarde, on fait un tour de table de présentation comme ça, puis il me fait « Ah, t'es là pourquoi, toi, mon gars ?» Bah, écoutez, moi, je suis psychologue et j'aimerais comprendre les profondeurs de l'esprit humain. Où se cache l'esprit? Où se cache l'âme? J'avais préparé mon truc pendant 1 semaine. Genre, je vais les éclater à la coco. Et là, le mec fait « Je pense que t'es pas normal, toi, là. » Tu sais qu'il n'y a pas de profondeur dans le cerveau, il y a juste des connexions. Il y a des schémas électriques qui s'ouvrent, qui se ferment. Là. Je pense que
Vous les psychologues, vous avez un vrai problème, quoi. Bon, honnêtement, il avait raison. Hein. Moi, j'ai pas fait psychologie parce que je voulais aider le monde. Hein. J'ai fait psychologie parce que je voulais comprendre quel genre de gosse j'avais été et quel genre de type j'étais. C'est pour ça que je ne pense pas que les psychologues soient les personnes les plus appropriées pour nous accompagner. Hein. C'est les plus appropriés pour s'accompagner eux. C'est dit, non, c'est dit. Non, je ne veux pas cracher dans la soupe, mais vive le coaching. Alors, je reprends mon cheminement. Qu'est-ce qui est à la base de mes comportements? Mes émotions. Mes émotions. Ou plus exactement, mes sentiments. Parce que quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est un abus de langage, on devrait parler d'intelligence sentimentale. Il y a une différence entre des émotions et des sentiments. Les émotions, c'est très archaïque. Les sentiments, c'est beaucoup plus stable. Ah! Voilà. Il y en a qui réagissent, il y en a d'autres qui... Pardon, je vais vous avoir réveillé, je suis désolé. Mais qu'est-ce qui se passe quand je hurle comme ça? Tu te réveilles, et 2 secondes après, tu fais « Il est con ?» Ou un truc comme ça, d'accord? C'est quoi ce débile mental? Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une réaction physiologique, et après, tu réfléchis au truc. En clair, ton système reptilien te protège, réveille-toi, il se passe quelque chose, et puis après, non, ça va. C'est l'autre grenasse qui est en train de s'exciter, laisse-le. Alors que le sentiment, c'est quelque chose qui est produit à l'inverse. C'est-à-dire que je vais avoir une pensée, une représentation mentale, qui va générer un ressenti. C'est pour ça que mes émotions, ok. Au passage, avant d'aborder ce qui est au-dessus des émotions, juste un mot très important sur les émotions. On parle d'intelligence émotionnelle. Je me suis toujours interpellé sur ce terme. Pourquoi intelligence émotionnelle? Pour une raison. C'est que le présupposé de base de l'intelligence émotionnelle, c'est que les émotions peuvent être intelligentes. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, on va dépenser 100 milliards de dollars pour essayer juste de comprendre ce qui se passe dans 1,4 kg de masse de protéines, de graisse et de flotte. Du génie. Vous savez, plus on observe le corps humain, le cerveau en particulier, et plus on comprend une chose. Nous sommes des êtres parfaits. Mais parfaits. Vous savez, la semaine dernière, il y a un monnaie qui a été évalué à 42 millions de dollars. 42 millions de dollars. Maintenant, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a à Londres un gamin de 14 ans qui est un génie de la peinture, qui peut reproduire n'importe quelle toile de maître à la perfection. C'est-à-dire que pour comprendre que c'est une copie, ou il fait une erreur, ou c'est du carbone 14. Mais sinon, un vrai professionnel ne peut quasiment pas faire la différence. Il a 20 ans de commande devant lui. Mais vous savez ce que je me dis? On a un tableau qui coûte 42 millions de dollars, mais qui est reproductible quasiment à l'excellence et de la même façon. Mais toi, être humain, de 2 cellules, ta mère, ton père, il y a 520 milliards de possibilités. Tu es un être unique. Combien tu vaux? Combien tu vaux? C'est ça que vous devez faire aussi. Comprendre qu'un jour, la meilleure façon de sortir du syndrome de l'imposteur, c'est de comprendre votre unicité. Ok, l'autre jour, j'étais dans ma voiture, je roulais, et j'écoutais les infos, et là, un truc très intéressant, pendant que j'écoutais, il y avait le barème des hommes les plus beaux, les plus sexy de la planète. Donc là, tu roules tes peinards. Je crois que c'est Shining Tatum, je ne sais pas quoi le premier. Et là, tu prends discrètement le miroir de courtoisie, tu regardes, tu fais « rien à voir ». Tu continues. Le mec, il a quand même 37%. Ça réduit. Tu continues. Ryan Gosling, numéro 2. Ryan Gosling. Bradley Cooper. Et là, plus les mecs ils défilent, et puis tu te dis « Putain, je ressemble à rien ». Et je me dis quand même, heureusement que je suis marié. Et avec une femme exceptionnelle en plus, c'est joli. Heureusement qu'elle n'est pas au courant des statistiques. Du coup, je lui ai complètement interdit d'écouter la radio, on ne sait jamais. Des fois que l'information, j'ai tout coupé, hein, dans la semaine, tout. L'information, la télé, tout, on ne sait jamais. Qu'elle te dit, au fait, j'ai regardé, tu ressembles à rien. Au revoir. On ne sait jamais. Donc vos émotions, les émotions, on ne va pas croire que dans un corps aussi parfait et aussi puissant que l'être humain, des émotions sont simplement là pour nous pourrir la vie. C'est rigolo parce que dans la littérature du développement personnel, on parle d'émotions négatives. Mais une émotion, c'est ça.
David. Ah, l'émotion a souvent un accent canadien. Ou belge, ça dépend de l'émotion, c'est sûr. Bon, David, là, j'ai quelque chose à te dire, là, écoute. Là. Mais toi, comme moi, tu n'as pas appris ce que c'était qu'une émotion. D'accord ? Émotion et vers l'extérieur, mauvais mouvement. Le principe d'une émotion, c'est de mettre en mouvement vers l'extérieur. Vous savez que consciemment, vous pouvez traiter jusqu'à 2000 bits seconde, inconsciemment 400 milliards. Vous voulez une représentation mentale ? Vous mettez un Playmobil à côté de la Tour Eiffel. Vous avez un rapport de masse. C'est-à-dire que consciemment, on essaie de diriger notre monde en s'associant à la Tour Eiffel qui est derrière. Sauf que ces deux-là, ils ont du mal à communiquer. Freud, dans son génie, disait l'inconscient, inconscient, l'étymologie de conscient, c'est connu. Inconscient, inconnu. D'accord ? Et il disait, en parlant de l'inconscient, cet étranger qui vit en nous. Mais il avait raison quand il faisait cette métaphore, parce que finalement, consciemment et inconsciemment, souvent on ne sait pas communiquer. Et l'une des meilleures façons de communiquer, c'est quoi ? C'est notre circuit émotionnel. Donc l'émotion, elle fait « David, là, s'il te plaît, là, pose une action, c'est important, là, il faut que tabarnak, tu te bouges, là. » Et toi, tu ne sais pas quoi faire. « David !» Oh là, toi, tu es en panique. Et là, un jour, tu sais quoi ? Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas voir ton médecin. Il fait « Docteur, j'angoisse complètement. J'ai des émotions pourries avec un accent canadien, je vous jure, ça ne va pas dire du tout. Faites quelque chose pour moi. » Et là, t'as le mec qui fait « Ok, je vais vous donner un antidépresseur. Par contre, vous en prenez que la moitié. Ok ? Et puis, ça ira. Merci, docteur. T'en prends la moitié et tout d'un coup, oh, t'es quasiment plus rien. Comment je l'ai niqué, le Canadien, super. Là, tu dis, ça va, oui, ça va bien. Et puis tout d'un coup, quelques jours après, non, ça revient. David, pensais vraiment que j'étais parti, là, au Canada ou en Iran ? Non. Je suis là dans ta tête, là. Et là, tu dis, bon, je vais peut-être pas en prendre la moitié, je vais en prendre un complet. OK ? Quelques jours, ça va aller mieux, puis après, tu as toujours le Canadien qui est là, qui frappe à ta porte, là. Et un jour, tu te dis, bon, je vais peut-être en prendre 2. Puis tu en prends de plus en plus. Et vous savez ce qu'on fabrique avec ça ? Des zombies. Parce qu'un jour, c'est sûr que tu sens plus rien. Mais tu as les yeux d'un requin blanc, tu as un filet de bave jusqu'au sol, tu fais, ça va ? Ouais. Super. Et ta voix canadienne, tu l'entends ? Non. Mais j'entends plus rien non plus. C'est quoi tes projets ? Mourir un jour. Mais je sais pas quand. On fabrique des zombies, les mecs. Et c'est ça le problème, vous savez ? C'est qu'à un moment donné, il faut que tu écoutes ton émotion et dis, ok, tu veux me dire quoi là ? Si ton émotion, c'était une invitation à agir, tu as envie de me dire quoi là ? Et là, tu ouvres avec l'autre continent et tu fais, le mieux c'est de prendre l'accent, toi-même. Bah, tu veux me dire quoi là ? Bah, je veux dire que si tu as peur, là, peut-être que tu ne te sens pas suffisamment préparé pour l'événement qui va venir et que tu as besoin d'élever ton niveau de préparation, mon gars, là. Thank you very much. I will try it. Je vais le faire. Et quand tu le fais, c'est bizarre, l'émotion, elle disparaît. Parce que tu es passé à l'action. Plus l'émotion, elle est... Alors, il n'y a pas d'émotion négative. Celui qui dit ça, il ne sait pas ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Il ne peut pas y avoir d'émotion négative. Par contre, c'est vrai qu'il y a des émotions désagréables. Mais il est d'autant plus désagréable que tu dois poser une action et que tu dois agir. C'est comme ça. Et c'est pour ça que c'est bien de faire un nouveau rapport et d'établir une bonne, super relation avec ton émotion. C'est vachement important. OK ? Et ce qui est intéressant, c'est que ces émotions, je vous ai parlé des sentiments, hein, sentimental, un ressenti qui vient du mental. Écoutons les mots. Ça veut dire que mes sentiments, ils sont liés à mes pensées. C'est génial, les pensées. Des représentations mentales. Une représentation mentale, c'est des images, c'est des petites vidéos que je me fais dans la tête, c'est des petites voix. Et le truc de ta mère qui fait... ta mère juive fait « Mon fils, tu passes couvert. Couvre-toi, il fait froid dehors. Maman, il fait 35 degrés. On ne sait jamais. » Donc ça, c'est des représentations mentales. D'ailleurs, les producteurs de films ont très bien compris ça. Ils l'ont compris. Ils ont compris qu'en jouant sur des représentations mentales, on pouvait faire naître des émotions. Et la blonde américaine, les gars. La blonde. Bon, je vous explique, parce qu'apparemment, la blonde américaine, c'est pas votre truc. Je vous explique. Dans tous les films américains de blonde, t'imagines la scène. La blonde, les seins à l'air, en string, dans sa cuisine. Le truc classique d'une blonde californienne, quoi. Enfin, je sais pas, pour ceux qui sont déjà allés en Californie,
Dans toutes les cuisines, tu as une blonde en string, les seins nus. Enfin, je veux dire, un truc classique, quoi. Et souvent, tu as des rappeurs qui chantent avec des grandes chaînes dehors. Enfin, bref. Ça, mais américain. OK? Et la blonde, elle est là, elle prépare du popcorn. La blonde adore le popcorn, surtout l'américaine. Et d'un coup, il y a un coup de téléphone. Allô? Ouais. Ce soir, je vais te buter. Martin, je t'ai reconnu. C'est toi? Non, c'est pas Martin. Ce soir, je vais te buter. Et là, elle lâche le téléphone, elle ouvre la baie vitrée et elle court. À côté de la piscine, avec un petit peu de buée. OK? Et là, elle sort dans la rue. Elle a deux choix, la blonde. De passer par la ville, où il y a beaucoup de monde, ou de couper par la forêt. Dans toute la logique, elle va prendre un choix de blonde, elle coupe par la forêt. Alors elle est là, elle court, elle a la chevelure, les seins à l'air, siliconés, énorme. Bah, quand même, c'est une blonde américaine. Et puis d'un coup, elle est là au milieu de la rue, il y a la forêt, elle est en pleine forêt, puis elle se dit, non, c'est complètement con, faut que je coupe. Et elle décide de passer par les ronces. La blonde américaine n'a pas mal. Non, elle court. Et là, elle court dans les ronces, t'entends, PAM! Là, tu sais qu'il y a un sein qui a explosé. Elle court avec un sein en moins. Et puis là, tu as le mec qui court derrière. Et la blonde va se retrouver dans une clairière avec la nuit, tu sais, et naturellement la pleine lune, parce qu'il y a la pleine lune 24 heures sur 24 aux États-Unis, comme le chien et la fameuse canette de coca qui tombe toujours dans les ruelles. Et là, il y a la blonde qui est là, qui fait « Arrêtez !» Enfin, « Stop it !» Je préfère traduire avant. Elle est là, et là, tu as le tueur qui arrive. La blonde a une particularité aussi, elle a un problème d'oreille interne, parce qu'à chaque fois qu'elle entend un bruit ici, elle se tourne là. T'as remarqué ou pas? Il y a un bruit qui est là, fait « Qui est là ?» T'as envie de lui dire « T'es un peu con quand même. Le bruit vient de là. » Enfin bref, c'est la blonde américaine. Et là, le réalisateur, il a compris que pour te faire vivre des choses, il faut qu'il fasse naître des choses à l'intérieur. Comment il va faire? Par les représentations mentales. D'abord, il va te mettre une musique un peu sombre, comme la lumière. Et puis à un moment donné, il va jouer sur un jeu qu'on appelle association-dissociation. Ceux qui ont fait de la PNL dans cette salle, ils savent de quoi je parle. D'accord? Et tout d'un coup, tu as le sentiment que tu es le tueur. Tu sais comment? Tu es dans le tueur. Tu as le masque, tu as les yeux, tu as le couteau devant, tu as la respiration, genre Dark Vador. Tu as un mec qui a envie de dire, écoute, prends de la ventoline, fais quelque chose parce que t'es pas bien. Et là, le mec, il se rapproche de la blonde, et à un moment donné, le réalisateur, pour te foutre encore plus la flip, il te met dans le corps de la blonde. Énorme, le corps de la blonde. Comment tu sais que tu es dans le corps de la blonde? Bah, d'abord, tu as une mèche, là, ici. Dans ta vision périphérique, tu sais qu'il te manque un sein. Donc, tu présupposes. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, tu n'as plus aucune idée. C'est ça que tu sais que le mec, il a réussi le truc, c'est que tu réfléchis plus de rien du tout. Tu sais que tu es dans son corps. Et en faisant ces jeux-là, ils vont comprendre qu'on peut faire générer une émotion, et c'est ça le génie du cinéma. Un super film, c'est un film qui t'aspire. Et tu sais quoi? Ça aussi, c'est une autre particularité des neurosciences. Ton cerveau, il ne fait pas la différence entre une situation réellement vécue et une situation inventée de toutes pièces. Pour peu que ça soit bien inventé à travers la dimension visuelle, auditive, kinesthésique, olfactive, gustative. Et c'est pour ça que tu as beau être bien dans ton siège là, confortable, en velours rouge, avec ton popcorn, ton Coca-Cola, ta blonde américaine à côté, ben, obligatoire. Et tu sais que tu vis un film et pourtant tu es dedans, tu as des émotions, tu pleures. Et quand le noir de la ligne verte, il est en train de se faire électrocuter, tu pleures avec. Parce qu'il y a l'émotion qui se passe. En clair, on ne joue pas assez sur nos représentations mentales. D'accord? Quand je disais tout à l'heure, c'est important de comprendre comment fonctionne votre cerveau plutôt que votre caméscope. Ça, c'est une des premières particularités. Quand vous n'êtes pas bien, faites deux choses. Jouez sur votre dimension physique. Quand vous êtes dans un état interne qui n'est pas bon, jouez sur vos dimensions physiques. Changez tout de suite d'émotion. D'accord? Et ensuite, jouez sur vos représentations mentales. Immédiatement, et vous allez voir que ça change tout. C'est intéressant parce que représentation, croyance, il y a un lien. Les représentations et vos croyances génèrent des résultats. Dans l'univers du développement personnel, on dit que c'est la croyance qui conditionne l'expérience. Je vais vous donner un exemple. Vous allez tous, s'il vous plaît, prendre vos mains. Okay. Regardez vos poignets ici. Okay. Vous devriez avoir des lignes ici. D'accord? Plus ou moins discrètes. S'il y en a qui sont très marquées, ça veut dire que vous avez essayé de vous suicider. Bon, c'est pas grave.
Vous prenez les naturels qui sont juste au-dessus. D'accord? Vous allez prendre les deux lignes comme ça, vous allez les mettre l'un en face de l'autre pour prendre un repère, et ensuite vous allez poser vos mains comme ceci. D'accord? Si vous observez bien, vous allez vous rendre compte que peut-être il y a une main qui est un peu plus grande que l'autre. D'accord? Si elles sont de la même taille, vous prenez la main que vous voulez. S'il y en a une qui est plus grande que l'autre, vous allez prendre la plus petite devant vous. Okay, donc vous allez regarder la plus petite ou celle que vous voulez. Très bien. Maintenant, on va faire un travail ensemble. Je vais vous demander juste de jouer le jeu, s'il vous plaît. Vous regardez votre main et on va lui dire 5 fois, tous ensemble, à mon top, grandis. D'accord? Et je veux que vous ayez l'intention de faire grandir votre main. C'est clair pour vous? Allez, on regarde la main, on y va. Grandis, grandis, ensemble, grandis, grandis, grandis. Une dernière fois, grandis. Ok, on reprend le repère et on regarde. Bon, monsieur Buzaïr, qu'est-ce qui se passe? C'est de l'hypnotisme, qu'est-ce qui se passe alors? Bon, messieurs, je vous rappelle que ça ne marche qu'avec les mains. Quoique, pour être tout à fait exact, j'ai jamais essayé qu'autre chose. Donc, s'il y en a qui tentent ce soir, partage l'expérience demain matin, ok? Bon, maintenant, c'est quand même con d'avoir une main qui fait 5 cm de plus que l'autre. C'est un peu handicapant, on va la regarder, puis on va dire maintenant, redeviens normal. On y va? On y va, go. Redeviens normal, redeviens normal, redeviens normal, redeviens normal, redeviens normal. On y va? Mais c'est encore plus bizarre. C'est la croyance qui conditionne l'expérience. Est-ce que le nom de Doug Gurley vous dit quelque chose? Doug Gurley, c'est un gamin qui vit dans la périphérie de Boston, Boston Sud. On est dans les années 50, à l'époque où on commence à parler des blousons noirs, et c'est ce qu'on appelle, en France, un branleur. C'est un mec qui ne pense qu'à une seule chose, se battre, terroriser tout le monde et pas bosser à l'école. Et c'est le genre d'élève qui est plutôt laissé sur le côté, d'accord? Et un jour, il s'endort pendant le cours de maths, et à la fin du cours de maths, la sonnerie retentit, il lève, il regarde le problème qui est au tableau, il note, et il rentre chez lui. Quand il rentre chez lui, il y a son père qui est en train de le molester pour lui dire, tu sais, il y a encore la police qui est arrivée, il paraît qu'avec vos amis, vous avez défoncé une voiture à coups de cailloux, vous êtes complètement dingue, je te préviens, il s'insulte avec son père lui dit que c'est un incapable, et lui, qu'est-ce qu'il dit? Je suis pas un incapable, je peux faire ce que je veux, mais tu es incapable de quoi? Tu m'as jamais ramené une bonne note dans ta vie. Il dit, tu vois, regarde là, j'ai un contrôle de maths, et demain, j'amènerai un 20 sur 20, et tu verras, papa, je peux faire ce que je veux dans ma vie. Espèce d'imbécile, le gamin, il prend le problème, et il va dans la chambre, et là, il est face à son problème, et il ne comprend rien. Donc, il va reprendre les cours du début d'année, puis après, il dit, je ne comprends pas, je vais prendre les cours de ma grande sœur, mon grand frère, et à la fin de la nuit seulement, vers 6h30 du matin, il a une éclair de génie, il trouve le problème. Il va à l'école complètement décalqué, et il arrive à son cours de maths, et tout de suite, immédiatement, il met le devoir sur le bureau du professeur, tout fier. Puis il y a le professeur qui dit, Doug, c'est quoi? C'est le devoir pour aujourd'hui. Ah, t'es quand même particulier comme garçon, parce que moi, quand je donne des devoirs, tu les fais jamais, et quand j'en donne pas, t'en fais. Il va s'asseoir, et puis à un moment donné, le prof se lève, et lui, il fait ce qu'il fait comme d'habitude, il s'endort. Et puis d'un coup, on lui tape violemment sur l'épaule, et dit, toi, tu viens tout de suite. Et là, il est embarqué par un homme de sécurité, qui l'emmène directement dans le bureau du proviseur, dans lequel l'attendent son professeur, ses parents, et un policier. Alors lui, il est complètement dans le cirage, il fait, qu'est-ce qui se passe? Bon, t'as un gros problème. Alors, le père qui se jette dessus pour l'attraper, pour le frapper, le policier qui ne les sépare, enfin bref, un drame à la confession intime, vous voyez un truc ou pas? Et puis, à un moment donné, le gamin, il fait, je ne sais pas ce que je fais, j'ai rien fait. Alors, le père, il dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà, hier, on m'a posé une question, pendant le cours, c'est est-ce qu'il existait une équation mathématique quasiment impossible à résoudre? Et je leur dis qu'il y en a une qui est possible à résoudre, mais seulement 3 personnes dans tout l'État sont capables de le résoudre, dont moi, le professeur. Et Doug, ce matin, est arrivé avec le problème et la solution. Et il veut me faire croire que, naturellement, c'est lui qui l'a résolu. Maintenant, je vais vous dire une chose. Pourquoi j'ai appelé la police?
parce que la solution de ce problème est dans mon coffre-fort. C'est-à-dire que ce petit con-là, je ne sais pas comment il a fait, mais il est venu subtiliser, je porte plainte pour vol. Le gamin qui dit, papa, je vous jure, j'ai pas fait ça. Le père qui veut défoncer son fils, enfin bref, psychodrame. Et à un moment, le policier, il fait, ça top. Il vous dit qu'il a fait le problème. Monsieur, on parle de Doug Hurley. Vous voulez que je vous montre ses carnets? C'est Doug Hurley. Voilà. Je sais pas, il a le QI d'un poney. Enfin, pas Doug. Alors le gars, il dit, on n'a qu'à faire le problème, puis on va voir s'il peut le reproduire. Ils écrivent le problème au tableau, et le gamin, il y va, et il le reproduit. Alors le policier, il fait quand même, c'est bizarre. Et t'as le prof qui fait, non, c'est pas bizarre, il s'est simplement souvenu, il l'a fait ce matin. Et il a une bonne mémoire, c'est tout. Et propose-lui une autre équation. S'il est capable de résoudre celle-là, peut-être qu'une moins difficile, il pourra la faire. Ah ouais, c'est une bonne idée. Et là, il y a le prof qui en fait une salée, quoi. Et le gamin, il y va, et trouve la solution. Là, le professeur, il rentre dans une colère, en rage, il se fout de ma gueule, il en fait plein d'autres, et à chaque fois, le gamin, il le fait. Ils viennent de repérer l'un des plus grands mathématiciens des États-Unis, et celui qui était à la base de tous les calculs qui ont permis à Apollo de pouvoir aller sur la Lune. La question que je me suis posée, c'est que se serait-il passé si Doug Hurley s'était réveillé 30 secondes plus tôt et qu'il a entendu que le problème était impossible à résoudre? Est-ce qu'on aurait eu un génie comme ça? Vous savez que les scientifiques ont prouvé par A plus B que le hanneton, vous voyez ce que c'est le hanneton? C'est une espèce de grosse bestiole informe avec un gros corps et des petites ailes, ok? Valérie Damido, mais volante, d'accord? Oh, j'ai le droit d'être méchant, je peux me permettre, je suis là. Je fais qu'est-ce que je veux. Eh bien, ils ont prouvé que le hanneton ne pouvait pas voler. Heureusement qu'il n'est pas au courant, lui. Non, mais attends, imagine un jour, tu as un mec qui arrive à communiquer avec les hannetons. Il se met en transe, il fait, écoute mon gars, faut que tu saches, tu es incapable de voler. Les croyances, c'est un truc de dingue. Mais les croyances, c'est rien d'autre que quelque chose que je me raconte à moi-même, quoi. Vous savez, moi j'ai le souvenir, je vous ai parlé que j'avais un frère jumeau, vers l'âge de 8-9 ans, mon père, un jour, c'était proche de la période de Noël, on vient lui apporter notre carnet de notes, et mon frère et moi, on était dans 2 écoles séparées. Et il prend les deux carnets, et mon frère, à cette époque-là, a une meilleure note que moi en maths. Et mon père regarde les deux et fait « Ah, David, moins bon en maths. C'est normal, c'est pas un matheux. » Et moi, j'ai 9 ans, je viens de comprendre qu'il y a des gens qui ont un cerveau fait pour les maths et d'autres qui ont eu des accidents de poussette. Je me dis, ça se trouve, quand j'étais jumeau, ils m'ont bercé trop près du mur, c'est moi. Et là, tu arrives devant le contrôle de maths et tu te chopes une putain d'angoisse. Et tu dis, mais si je ne suis pas un matheux, comment je vais faire pour y arriver? Et là, tu as mis le pied dans quelque chose qui s'appelle le doute. Comme tu doutes, tu es hésitant. Comme tu es hésitant, tu fais des erreurs. Comme tu fais des erreurs, tu as des moins bonnes notes. Et comme tu as une moins bonne note, tu te dis, c'est normal, je ne suis pas un matheux. Et là, tu vas avoir une angoisse des mathématiques pendant des années. Jusqu'au jour où, en quatrième, il y a Madame Anne, une prof de maths, petite, rouquine, les yeux amandes, les yeux verts, physiquement intelligente, splendide. Je suis tombé amoureux d'elle direct. J'allais quand même pas passer pour un baltringue à côté de ma prof de maths. Donc j'ai commencé à faire des efforts. Mais elle avait une particularité, cette femme. C'est qu'elle était excellente en pédagogie. Et vous savez, vous, moi, on a tous été bons dans des matières où on a eu des profs passionnés, passionnants, positifs. Vrai ou pas? Ok. Par exemple, moi, je vais m'excuser de ça parce que, par exemple, à chaque fois, il sait bien de ne pas faire d'études. J'ai fait des études. Je suis allé jusqu'à un bac plus 9. D'accord? Bac plus 9, j'ai eu à peu près l'équivalence de 400 professeurs. En moyenne, quelqu'un qui a un bac plus 5, qui a eu 270 professeurs, il va se rappeler au maximum de 5 professeurs, 10 ans plus tard. Dans les 5, il y en a 3, si tu roules et qu'ils traversent la rue, t'accélères. Et tu t'arranges à avoir une Mercedes pour être sûr de bien les viser. Et les 2 autres, ils ont mais vraiment changé ta vie. Parce qu'ils ont donné une orientation à ta vie. Dans votre job, vous devez être passionné, on l'a vu ce matin, passionnant
dans l'art de distribuer l'information est positif. Et enfin, je vais terminer là-dessus quand je vous dis qu'il faut être positif. Ça veut dire quoi être positif? Je vous dis ça, allez, soyez... Oh, putain! Soyez méga positif, brother! Fais péter Bob Marley, s'il te plaît! Mais non, être positif, c'est neurologiquement intelligent et stratégiquement fiable. Parce que le cerveau ne perçoit pas la négation. Messieurs, n'imaginez pas Monica Bellucci à moitié nue à ma droite. Mesdames, n'imaginez pas Bradley Cooper ou Brad Pitt à moitié nus à ma gauche. T'as un filet de bave là. Non, arrête. C'est bizarre quand même, je vous dis de ne pas l'imaginer, et pourtant, dans votre tête, vous les avez eus. Vrai ou pas? Ok. Alors, s'il y en a eu un dans la salle qui a eu Mimi Mati, c'est pas normal. On a aussi une cellule de consultation, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand je dis à ma fille, chérie, ne renverse pas ton verre, s'il te plaît. Pour me comprendre, elle est obligée d'avoir une représentation mentale du verre renversé. Et il y a un lien dans le cerveau qui s'appelle le lien cognitivo-comportemental. Ce que j'ai ici, je le fais là. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je dis à ma fille, ne renverse pas ton verre, elle fait quoi? Normal. Et toi, si t'es un mauvais papa, tu dis, mais attends, t'es vraiment maladroite. C'est-à-dire que je vais confondre le comportement et l'identité. Maintenant, si je dis à ma fille, chérie, tiens ton verre droit, sois vigilante. Quoi? Ok. Vous devez être positif dans tous les aspects de votre vie. Ok? En tout cas, je sais une chose, c'est que si vous voulez transformer votre réalité, vous devez choisir avec parcimonie vos comportements. Essayez d'orienter vos expériences le mieux possible. Interrogez-vous sur vos croyances, sur vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez? D'accord? Ayez une vie extrêmement ambitieuse. Ayez des objectifs extrêmement élevés. Engagez-vous avec une puissance, une vraie puissance positive. Et je peux vous garantir, je vous le jure, vous aurez des résultats sans précédent. Merci beaucoup. Merci. C'est bon? Merci. David Lefrançois, mesdames, messieurs! David Lefrançois, mesdames, messieurs!